Alors, quels sont les points essentiels concernant le droit de vote dans les habitats participatifs en France? Je suis Joris de l'Atelier Fertile. Aujourd'hui, je vais apporter donc quelques éclaircissements là, sur ce sujet qui fait partie vraiment des points les plus essentiels qu'ont les porteurs de projets qui veulent créer un habitat participatif. C'est une première vidéo dans une série de vidéos que j'ai prévu de faire dans les prochains mois concernant globalement le droit, le montage juridique des habitats participatifs. Donc c'est une playlist dédiée là sur la chaîne YouTube L'Atelier Fertile. Alors, disons que les deux premiers, enfin les deux principaux modes de vote qui existent sont soit le nombre de voix dont dispose un membre d'une structure va être proportionnel au nombre de parts sociales qu'il possède, soit on est sur le principe démocratique qu'une personne égale une voix. Donc quel que soit le nombre de parts sociales dont je dispose toujours d'une seule voix lors des assemblées générales, lors des cercles de prise de décision. C'est les deux cas de figure les plus courants. Et déjà, faire le tri et partir sur l'une ou l'autre des options, ça va déjà faire un gros tri dans le structure juridique qu'on va utiliser pour le projet d'habitat participatif dans son ensemble. Alors, pour qu'on s'y retrouve un peu, parce que le fait est qu'il y a quand même un bon paquet de structures qui peuvent servir aujourd'hui en droit français pour faire de l'habitat participatif. Je vous ai fait ces petites diapos. Vous voyez, donc une personne égale une voix, le principe démocratique, une personne égale une voix, par exemple, il va s'appliquer de façon optionnelle dans une association de la 901. On peut partir là-dessus en association de la 901 ou faire autre chose. A contrario, ça va s'appliquer obligatoirement si on est une copropriété à syndicat coopératif. Voilà. Ou voilà, ainsi de suite. Droit de vote proportionnel au nombre de parts sociales. C'est optionnel ou obligatoire dans les autres, voilà, dans les autres structures. Vous avez la liste ici. Et enfin, on pourrait définir encore d'autres règles de vote si on souhaitait dans d'autres structures. Voilà, voilà. Voilà. Alors, autre point important dans l'écriture des statuts, c'est la question du quorum. C'est-à-dire que il est très courant dans des statuts, et c'est même parfois obligatoire dans certaines structures, qu'on ait un nombre minimum de participants lors d'une assemblée générale pour pouvoir prendre des décisions. Exemple classique, sur la première réunion de l'Assemblée générale, il faut qu'au moins la moitié des membres eh bien, soient présents physiquement ou soient représentés par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un exemple classique de règle. Et il est possible de prévoir que, voilà, première Assemblée générale, si jamais le quorum n'est pas atteint, on ne peut pas tenir l'Assemblée générale, on ne peut pas prendre de décision en tout cas, et donc on aura une nouvelle convocation des membres qui donnera lieu à une deuxième tentative d'Assemblée générale. Et là, là, on peut prévoir un niveau de quorum plus bas. Par exemple, un tiers des membres doivent être présents ou représentés en Assemblée générale. Sachant que j'ai dit X% des membres qui sont présents ou représentés, il est possible, c'est pas très fréquent, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu dans certains habitats participatifs, de prévoir dans les statuts que pour bien pouvoir voter en assemblée générale, il faut obligatoirement être présent et on ne peut pas déléguer son droit de vote à quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'entend surtout sur un projet d'habitat participatif où comment dire, le fait d'être impliqué dans le projet, personnellement, ça paraît important, quoi. On parle de choses qui sont, comment dire, qui à la fois relèvent il y a un but d'intérêt général fort qui est porté par les projets d'habitat participatif. Il y a un caractère aussi très personnel des décisions et des impacts qu'auraient les décisions prises. Donc c'est pas inintéressant en tout cas de réfléchir à cette option d'obliger les personnes, les membres, à être physiquement présents en assemblée générale pour pouvoir prendre des décisions. Voilà. Petite piste de réflexion. Autre aspect des droits de vote, c'est la question de la majorité. Donc si on a bien tout le monde, le quorum est rempli, très bien. Maintenant, quelle est la majorité qu'il faut atteindre pour pouvoir prendre des décisions? Bon, donc on va voir soit la majorité simple, c'est-à-dire qu'il faut au moins qu'on ait 50% des voix qui s'expriment pour une proposition pour qu'elle soit adoptée. Bon. Soit une majorité dite qualifiée, c'est la majorité plus grande que la moitié, par exemple 2 tiers des voix. Et enfin, il y a la règle la plus exigeante d'un point de vue démocratique, c'est l'unanimité. Bon. Alors, sachant que là où on peut amener un peu comment dire, un peu de subtilité, c'est que on peut définir différentes catégories de décisions et à chacune de ces catégories définir une majorité. Alors,
exemple tiré d'un statut, d'une SCI, de type habitat participatif. Vous voyez, donc les décisions extraordinaires, donc les décisions sous-entendues prises dans le cadre d'une assemblée extraordinaire, eh bien, pour que les décisions dans ce cadre-là puissent être adoptées, il faut obtenir au moins 3/4 des voix. En l'occurrence, comme c'est une structure où le nombre de voix est proportionnel au nombre de parts sociales, c'est donc qu'il faut que 3/4 des parts sociales, c'est pour ça que c'est formulé comme ça, s'expriment pour la décision, pour qu'elle soit adoptée. Et par contre, vous voyez, les décisions de l'Assemblée générale annuelle, donc une Assemblée générale classique, eh bien là, il faut seulement une majorité simple, de la moitié donc, des parts sociales. C'est une façon de catégoriser. Il y a d'autres façons, dans d'autres statuts que j'ai pu voir, où par exemple, on va définir, on n'est pas dans cette logique-là de assemblée générale ordinaire, assemblée générale extraordinaire. On est dans une logique notre logique de catégorisation, avec d'un côté les décisions les plus importantes, donc les décisions capitales, disons, qui sont listées dans les statuts. Hein, par exemple, changer le type de structure juridique ou décider la cessation, la fin de la structure, par exemple. Voilà, les décisions vraiment les plus capitales. Vous avez la liste dans les statuts, et puis après, vous avez les décisions ordinaires, voilà, qui sont finalement tout le reste. C'est une autre façon de ventiler les types de décisions, et donc, pour chacune des catégories de prise de décision, on peut définir une règle de majorité. Autre aspect dans la réflexion, toujours en gardant ce que je viens de dire, on peut, dans un certain nombre de structures, prévoir dans les statuts qu'il y a une primauté de la prise de décision par consentement. C'est-à-dire que on procède lorsqu'une décision est amenée par une personne dans un cercle de prise de décision, dans une assemblée générale, eh bien, de prime abord, ce qu'on va faire, c'est le process de la prise de décision par consentement. Et si jamais, c'est seulement si jamais ça échoue, on n'arrive pas à mener le processus de la prise de décision par consentement, qu'on rebascule vers les règles de majorité qu'on a déjà vues précédemment, majorité simple, majorité qualifiée ou unanimité. Alors, qu'est-ce que c'est que la prise de décision par consentement? Bon, c'est un des outils qui nous vient d'un mode de gouvernance horizontale qui s'appelle la sociocratie. Pour le résumer très brièvement, avec ce petit graphe édité par l'association l'Université du Nou, donc un cercle de prise de décision, quelqu'un amène une proposition. On passe d'abord par un tour de clarification. Déjà, est-ce qu'il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires par rapport à la proposition? Ok. Ensuite, on passe sur un cercle de ressenti. Qu'est-ce que chacun des membres ressent par rapport à la proposition? Est-ce qu'il y a éventuellement des choses qui ne lui vont pas, des choses qu'il faudrait modifier? Voilà, il peut apporter des amendements. Si effectivement il y a des choses qui ne vont pas, on a ce temps de réflexion sur les amendements, et là, soit la personne qui a apporté la décision, donc le proposeur, peut soit modifier, réajuster la proposition, ou décider de retirer la proposition. Alors ça peut être soit retirer la proposition définitivement, ou, et ça c'est plus tôt ça l'état d'esprit derrière, prendre le temps de retravailler sa proposition et puis pouvoir la reproposer une fois amendée lors d'une prochaine assemblée générale. Bon. Mais mettons que donc on est plus loin, éventuellement il a apporté des amendements si besoin. Là on passe après sur le tour des objections. Donc c'est-à-dire est-ce que des membres s'opposent à la proposition qui est amenée. Alors, encore faut-il que cette opposition soit argumentée, évidemment, mais faut bien le préciser. Et si effectivement il y a des objections, là, différentes options s'ouvrent, soit de tout de suite amener des amendements, des modifications de la proposition pour lever les objections, soit, c'est surtout le cas si on est sur des sujets un peu complexes, eh bien, ce qu'on va décider, c'est de former un groupe de travail qui va bosser sur la proposition en question pour l'amender, pour la modifier, pour la travailler. Et c'est la proposition, une fois qu'elle sera retravaillée, eh bien, elle sera amenée à un prochain cercle de prise de décision. Donc c'est là ça l'idée de la partie 5, à la partie bonification. Et donc si in fine, à la fin de tout le process, on arrive à ne pas à plus avoir d'objections, les objections, s'il y en a, ont été levées, eh bien la proposition est adoptée. Et après, on n'oublie pas de célébrer, ce qu'on voit à la fin. Donc ça voilà, ça donne un process qui je trouvais vraiment intéressant, vraiment dynamique, donne plus de place, comme on le voit, à l'expression des besoins de clarification, des ressentis émotionnels, des propositions d'amendements, etc.
que le process de prise de décision qu'on voit malheureusement souvent en assemblée générale, où c'est souvent beaucoup plus linéaire, il y a beaucoup moins de place en général pour ça. Donc vraiment, un mode de prise de décision, moi je trouve vraiment très intéressant, aussi pour avoir l'expérimenté dans quelques structures aussi. Voilà, donc c'est possible dans l'écriture des statuts de la plupart des structures juridiques de prévoir que on aura de prime abord, on va passer par la prédécision par consentement, et c'est seulement si effectivement on échoue dans ce processus-là qu'on rebascule donc sur prédécision plus classique, majorité simple, majorité qualifiée, unanimité. Alors, autre aspect qui permet d'apporter encore un peu d'autres options voilà, dans l'écriture des statuts, c'est le fait d'avoir plusieurs collèges, c'est-à-dire plusieurs groupes de membres dans une structure donnée. Et si on met ça en place, effectivement, un des impacts derrière, c'est que à chaque collège, on peut attribuer un pourcentage de voix. Euh, alors, donc, par exemple, prévoir qu'un collège A va avoir 30% des voix et un collège B 70% des voix. Et comme ça, on fait une pondération lors des prises de décision. Donc, mettons que le collège A est donné 2 voix pour une proposition qui est amenée. On va faire 2 fois 30%, donc 2 fois 0,3. Le collège B a voté 3 voix, mettons, pour la proposition. Eh bien, on va dénombrer 3 fois 70%, donc 3 fois 0,7. On va noter le nombre total de voix en prenant en compte donc cette pondération qui est le pourcentage des voix pour chaque collège qui doit être précisé dans les statuts de la structure. Alors, la ventilation la plus courante au niveau des collèges, c'est de distinguer un collège des membres habitants, c'est-à-dire des personnes physiques, des individus qui habitent, qui sont domiciliés dans l'ensemble immobilier qui est géré par l'habitat participatif. Et puis d'autre part, les membres qu'on peut appeler de soutien, c'est-à-dire les structures comme associations, entreprises, collectivités ou les personnes physiques qui, pour X raisons, donc sont membres de la structure, ont des parts sociales, éventuellement si on est une structure avec des parts sociales, mais dans tous les cas qui ne sont pas domiciliés sur site, qui ne vivent pas sur site. Et c'est vrai que c'est assez logique dans ce type de projet de distinguer ces deux collèges parce que ces deux catégories, elles n'ont pas les mêmes intérêts, les enjeux ne sont pas les mêmes pour chacune de ces catégories, leur niveau d'implication n'est pas le même. Voilà. Donc le fait est que c'est assez cohérent de faire cette distinction. Et dans tous les cas, les collèges peuvent être, voilà, toujours voir attention au niveau du régime juridique spécifique lié à chaque type de structure que nous dit la loi, et puis dans tous les cas aussi, les collèges vont être inscrits dans les statuts. Alors, aussi pour qu'on s'y retrouve un peu dans toutes les structures qui existent, je vous ai fait cette diapo où vous avez déjà la structure où on a nécessairement un seul collège des membres. Donc, il y a 3 types de structures où c'est le cas, copro, syndicat coopératif ou copro classique, ou encore l'indivision. Il y a plusieurs collèges. Est-ce qu'il y a des structures où on a obligatoirement plusieurs collèges? Non, aucune. Il n'y a aucune laquelle ce soit obligatoire de par la loi. Et puis après, vous avez les structures où c'est libre, c'est-à-dire qu'on peut définir un seul collège, donc finalement tout le monde est sur un pied d'égalité, ou définir plusieurs collèges. C'est laissé libre d'écriture dans les statuts. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça va donner quelques éclaircissements sur ce sujet-là. On voit qu'il est un peu complexe quand on creuse. Vous voyez, il y a plusieurs mécanismes rien qu'à ce niveau-là à articuler. Puis en fait, la question du droit de vote, elle n'est pas indépendante aussi d'autres aspects. Par exemple, des questions plus globalement liées à la gouvernance, comme la répartition des rôles, etc. dans la structure. Pour creuser ces sujets-là, ce que je propose, c'est une formation en ligne qui s'appelle le droit des habitats participatifs. J'en amène de temps en temps donc des versions en direct, en live, et aussi les replays qui sont aussi disponibles donc en continu H24, 7 jours sur 7 sur le site internet. Et aussi depuis 2023, là, il y a mon bouquin aussi, Guide juridique pour les habitats participatifs, où je cherche à balayer de façon la plus large possible. Précisément, la réglementation actuelle en France sur les habitats participatifs, donc avec à la fois ces mécanismes de fonctionnement et le panel est assez large des structures qui peuvent être utilisées. Évidemment, je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que tout ça peut vous apporter quelques éclaircissements pour faire émerger de beaux projets. Allez, bisous.